Ma fille m'a menti en face. Papa, Hawaï est annulé. Problème financier. Je l'ai cru, je lui ai donné tout mon cœur. Mais ensuite, je les ai vus sur Facebook, sur la plage avec mes beaux-parents dans un paradis exclusif. Un mois plus tard, elle m'a supplié de lui donner 100 000 $. Je lui ai tendu autre chose. Prends ça à la place. Elle l'a regardé et s'est évanouie. Écoutez simplement ce que je lui ai donné. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires quelle heure il est où vous vous trouvez maintenant. Le téléphone a sonné 2 fois avant que je ne réalise que mes mains tremblaient. Le nom de Céleste brillait sur l'écran. Deuxième appel cette semaine, ce qui ne lui ressemblait pas. J'ai glissé pour répondre et j'ai tout de suite entendu dans sa voix ce ton prudent qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux clients de son agence de marketing. Papa, on ne peut pas faire Hawaï. Je suis tellement désolé. Le soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre de mon salon m'a soudain semblé trop vif. J'ai regardé les sacs de courses sur mon canapé. Les chemises hawaïennes encore pliées à l'intérieur avec leurs étiquettes de prix. 180 $ que j'avais dépensés il y a 3 jours. Que s'est-il passé, ma chérie? L'entreprise de Stuart réduit ses effectifs. Il y a un risque qu'il perde son poste. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de voyager en ce moment. Je sais que tu attendais ça avec impatience. Ces mots sortaient de manière fluide, presque répétés, mais j'ai chassé cette pensée. Ma fille avait des ennuis. Ma chérie, je comprends. Ce sont des choses qui arrivent dans les affaires. Le voyage n'est pas important. Ce qui compte, c'est que toi et Stuart vous en sortiez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi, tu sais que je suis là. Un silence s'est installé entre nous. Puis, non, papa. Nous devons gérer ça nous-mêmes, mais merci. Ça compte beaucoup. Je t'appellerai quand les choses se calmeront, d'accord? Nous nous sommes dit au revoir. J'ai posé le téléphone sur la table basse et j'ai fixé ses sacs de courses. Une semaine plus tôt, je me tenais au même endroit lorsque Céleste avait appelé avec l'invitation. Sa voix était vive, excitée, même. Papa, et si on partait à Hawaï ensemble? Fin mars, juste toi, moi et Stuart. Un vrai moment en famille. J'avais senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Un bonheur authentique, du genre que je n'avais pas ressenti depuis ma retraite de l'immobilier il y a 2 ans. Je ne l'avais pas vu depuis Thanksgiving, il y a 4 mois. Cette nuit-là, j'étais resté éveillé après minuit à rechercher des restaurants à Maui, à lire des critiques de circuits de plongée en apnée, à étudier un guide que j'avais commandé sur Amazon. J'avais trouvé une agence de tourisme qui allait au cratère de Molokini. Des critiques spectaculaires, un prix raisonnable. Je l'avais réservé immédiatement, saisissant les informations de ma carte de crédit d'une main sûre, imaginant le visage de Céleste quand elle verrait les récifs coralliens. Le lendemain, je suis allé chez le coiffeur pour une coupe. Je me suis fait faire une belle coiffure. Puis chez CVS pour de la crème solaire, SPF 50, la bonne, celle qui ne laisse pas de traces blanches. Au grand magasin, j'ai passé 1 heure au rayon à choisir ses chemises hawaïennes. La vendeuse m'avait souri. Une occasion spéciale, avait-elle demandé. Des vacances avec ma fille lui avais-je dit, et je le pensais. Chaque soir de cette semaine-là, j'avais feuilleté le guide, marquant des pages avec des post-it. Le lever du soleil à Haleakala, la route de Hana, un lieu à Lahaina. Peut-être qu'elle comprendrait enfin que la famille signifiait plus que de rivaliser avec les Morrison, ses beaux-parents, qui semblaient toujours avoir plus besoin de son attention que moi. Maintenant, j'ai pris l'un des sacs de course, j'en ai sorti une chemise couverte de palmiers et de planches de surf. Le tissu semblait cher entre mes doigts. Je l'ai plié soigneusement, les remis à l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai tout retourné. Le comptoir du service client du grand magasin avait une courte file d'attente. La vendeuse a scanné mon reçu, m'a demandé si je voulais un avoir. Non, un remboursement, s'il vous plaît. Je n'aurai pas besoin de vêtements de vacances. Elle a traité le retour sans poser de questions. 180 $ de retour sur ma carte. À la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et navigué sur le site de l'agence de tourisme, j'ai trouvé ma réservation dans l'email de confirmation, j'ai cliqué sur le processus d'annulation. 3 écrans de êtes-vous sûr? Oui, j'étais sûr. Un remboursement arriverait dans 7 à 10 jours ouvrables.
J'ai essayé d'appeler Céleste cet après-midi-là. Je suis tombé sur sa messagerie vocale. Salut, ma chérie. Juste pour prendre des nouvelles. Je voulais savoir comment va Stuart. Appelle-moi quand tu pourras. Elle a répondu par SMS 1 heure plus tard. Occupée à tout gérer. On appellera bientôt. 2 jours ont passé. J'ai rappelé. Encore la messagerie vocale. Un autre SMS. On est encore en train de régler les choses. On se parle plus tard. À la fin de la semaine, j'avais cessé d'appeler. Les SMS suffisaient à me dire qu'elle avait besoin d'espace. Je comprenais que lorsqu'on est en pleine crise, on ne peut parfois pas supporter l'inquiétude des autres, même celle de son père. Mais assis seul à ma table de cuisine ce soir-là, le téléphone face visible à côté de ma tasse de café, je ne pouvais pas me défaire d'un sentiment étrange. J'ai parcouru ces messages, tous brefs, tous vagues. Jamais un rappel, juste ces rejets rapides. 4 mois que je ne l'avais pas vu. 4 mois et maintenant ça. J'ai posé mon café. La maison était trop calme. Par la fenêtre, la soirée de Scottsdale s'étendait dans des tons d'orange et de violet. Mes voisins rentraient du travail, les portes de garage s'ouvrant et se fermant en séquence dans la rue. Peut-être qu'elle avait posté quelque chose sur Facebook. Je le consultais rarement. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que je m'étais connecté. Mais les gens y publiaient des nouvelles de leur vie, n'est-ce pas? Peut-être y avait-il quelque chose sur la situation de Stuart, quelque chose qui m'aiderait à comprendre. J'ai tendu la main vers mon ordinateur portable sur la table. L'écran de l'ordinateur portable brillait d'un bleu dans ma cuisine qui s'assombrissait. Facebook a mis du temps à charger. J'ai tapé mon mot de passe incorrectement 2 fois avant d'abandonner et de cliquer sur mot de passe oublié. L'email de réinitialisation a mis 3 minutes à arriver. J'en ai créé un nouveau, l'ai tapé soigneusement, et appuyé sur Entrée. Mon fil d'actualité est apparu. Des publications aléatoires d'anciens collègues de l'agence immobilière. Des photos de petits-enfants que je n'avais jamais rencontrés. Du spam de groupes que je ne me souvenais pas avoir rejoints. J'ai fait défiler, ne cherchant rien de spécifique, voulant juste être rassuré. Puis je l'ai vu. La publication de Céleste, il y a 6 heures. Une photo. Céleste et Stuart sur une plage. Coucher de soleil derrière eux. La lumière dorée rendant tout parfait. Glenn et Nora, les Morrison, de chaque côté. Tous les 4 souriant comme s'ils avaient gagné quelque chose. La légende disait, meilleures vacances en famille, Tanhana, rêve d'Hawaï. J'ai regardé, relu, vérifié la date et l'heure, postée hier. J'ai cliqué sur la photo, les agrandi jusqu'à ce que leur visage remplisse mon écran. Le sourire de Céleste était sincère, pas celui, poli, qu'elle m'adressait lors des dîners de fête. C'était une joie réelle. Stuart avait son bras autour des épaules de Glenn. Nora portait un collier de fleurs. Derrière eux, je pouvais voir un complexe hôtelier de luxe, du genre avec des piscines à débordement et des cabanes privées. Ma poitrine s'est serrée. Mes mains sont devenues engourdies sur le clavier. Ma vision s'est rétrécie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cette photo. J'ai cliqué sur la flèche. Photo suivante. Glenn tenant un médaille sur un balcon d'hôtel. Suivante. Nora et Céleste à ce qui ressemblait à un luau, portant des couronnes de fleurs assorties. Suivante. Tous les 4 en équipement de plongée, debout sur un bateau. Ce bateau. J'ai reconnu le logo de la compagnie sur la chemise du capitaine. Molokini Crater Tour. Le circuit exact que j'avais réservé et annulé. Les dates exactes où nous étions censés voyager ensemble. Je me suis reculé, j'ai respiré lentement par le nez, je suis retourné sur la page principale de Céleste et j'ai fait défiler ses publications récentes. Il y a 2 semaines, avant qu'elle n'appelle pour annuler. Hâte des aventures à venir. Les commentaires en dessous m'ont retourné l'estomac. Chanceuse. Tellement jalouse. Et le commentaire de Nora, posté le lendemain de l'invitation de Céleste. Tellement excitée pour notre voyage en famille. Notre voyage en famille. Pas le nôtre. Le leur. J'ai fait défiler plus loin, j'ai trouvé une publication d'il y a 3 semaines. Une capture d'écran de billets d'avion avec les destinations floutées. Légende, le compte à rebours commence. Glenn avait commenté avec une série d'émojis de palmiers. Il y a 3 semaines,
avant même que Céleste ne m'invite. Le schéma s'est cristallisé. Elle avait d'abord planifié ses vacances avec les Morrison, puis m'avait invité. Peut-être que Glenn et Nora l'avaient pressée. Peut-être qu'elle s'était sentie obligée. Puis elle m'avait désinvité avec cette histoire sur le travail de Stuart, sur les finances, sur le besoin de gérer les choses eux-mêmes. Le travail de Stuart allait bien. Leurs finances allaient bien. Ce complexe en arrière-plan coûtait au minimum $400 la nuit. Ils avaient besoin que je ne sois pas là. Je n'ai pas ragé, je n'ai pas frappé la table ni jeté l'ordinateur. Ma fille m'a menti en face. Papa, Hawaï est annulé. Problème financier. Je l'ai cru, je lui ai donné tout mon cœur. Mais ensuite, je les ai vus sur Facebook, sur la plage avec mes beaux-parents dans un paradis exclusif. Un mois plus tard, elle m'a supplié de lui donner $100 000. Je lui ai tendu autre chose. Prends ça à la place. Elle l'a regardé et s'est évanouie. Écoutez simplement ce que je lui ai donné. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires quelle heure il est où vous vous trouvez maintenant. Le téléphone a sonné 2 fois avant que je ne réalise que mes mains tremblaient. Le nom de Céleste brillait sur l'écran. Deuxième appel cette semaine, ce qui ne lui ressemblait pas. J'ai glissé pour répondre et j'ai tout de suite entendu dans sa voix ce ton prudent qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux clients de son agence de marketing. Papa, on ne peut pas faire Hawaï. Je suis tellement désolé. Le soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre de mon salon m'a soudain semblé trop vif. J'ai regardé les sacs de courses sur mon canapé. Les chemises hawaïennes encore pliées à l'intérieur avec leurs étiquettes de prix. $180 que j'avais dépensés il y a 3 jours. Que s'est-il passé, ma chérie? L'entreprise de Stuart réduit ses effectifs. Il y a un risque qu'il perde son poste. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de voyager en ce moment. Je sais que tu attendais ça avec impatience. Ces mots sortaient de manière fluide, presque répétés, mais j'ai chassé cette pensée. Ma fille avait des ennuis. Ma chérie, je comprends. Ce sont des choses qui arrivent dans les affaires. Le voyage n'est pas important. Ce qui compte, c'est que toi et Stuart vous en sortiez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi, tu sais que je suis là. Un silence s'est installé entre nous. Puis, non, papa. Nous devons gérer ça nous-mêmes, mais merci. Ça compte beaucoup. Je t'appellerai quand les choses se calmeront, d'accord? Nous nous sommes dit au revoir. J'ai posé le téléphone sur la table basse et j'ai fixé ses sacs de course. Une semaine plus tôt, je me tenais au même endroit lorsque Céleste avait appelé avec l'invitation. Sa voix était vive, excitée, même. Papa, et si on partait à Hawaï ensemble? Fin mars, juste toi, moi et Stuart. Un vrai moment en famille. J'avais senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Un bonheur authentique, du genre que je n'avais pas ressenti depuis ma retraite de l'immobilier il y a 2 ans. Je ne l'avais pas vu depuis Thanksgiving, il y a 4 mois. Cette nuit-là, j'étais resté éveillé après minuit à rechercher des restaurants à Maui, à lire des critiques de circuits de plongée en apnée, à étudier un guide que j'avais commandé sur Amazon. J'avais trouvé une agence de tourisme qui allait au cratère de Molokini. Des critiques spectaculaires, un prix raisonnable. Je l'avais réservé immédiatement, saisissant les informations de ma carte de crédit d'une main sûre, imaginant le visage de Céleste quand elle verrait les récifs coralliens. Le lendemain, je suis allé chez le coiffeur pour une coupe. Je me suis fait faire une belle coiffure. Puis chez CVS pour de la crème solaire, SPF 50, la bonne, celle qui ne laisse pas de traces blanches. Au grand magasin, j'ai passé 1 heure au rayon homme à choisir ses chemises hawaïennes. La vendeuse m'avait souri. Une occasion spéciale, avait-elle demandé. Des vacances avec ma fille lui avais-je dit, et je le pensais. Chaque soir de cette semaine-là, j'avais feuilleté le guide, marquant des pages avec des post-it. Le lever du soleil à Haleakala, la route de Hana, un lieu à la Lahaina. Peut-être qu'elle comprendrait enfin que la famille signifiait plus que de rivaliser avec les Morrison, ses beaux-parents, qui semblaient toujours avoir plus besoin de son attention que moi. Maintenant, j'ai pris l'un des sacs de course, j'en ai sorti une chemise couverte de palmiers et de planches de surf. Le tissu semblait cher entre mes doigts. Je l'ai plié soigneusement, l'ai remise à l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai tout retourné.
Le comptoir du service client du grand magasin avait une courte file d'attente. La vendeuse a scanné mon reçu, m'a demandé si je voulais un avoir. Non, un remboursement, s'il vous plaît. Je n'aurai pas besoin de vêtements de vacances. Elle a traité le retour sans poser de questions. 180 $ de retour sur ma carte. À la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et navigué sur le site de l'agence de tourisme, j'ai trouvé ma réservation dans l'email de confirmation, j'ai cliqué sur le processus d'annulation. 3 écrans de êtes-vous sûr? Oui, j'étais sûr. Un remboursement arriverait dans 7 à 10 jours ouvrables. J'ai essayé d'appeler Céleste cet après-midi-là. Je suis tombé sur sa messagerie vocale. Salut, ma chérie. Juste pour prendre des nouvelles. Je voulais savoir comment va Stuart. Appelle-moi quand tu pourras. Elle a répondu par SMS 1 heure plus tard. Occupé à tout gérer. On appellera bientôt. 2 jours ont passé. J'ai rappelé. Encore la messagerie vocale. Un autre SMS. On est encore en train de régler les choses. On se parle plus tard. À la fin de la semaine, j'avais cessé d'appeler. Les SMS suffisaient à me dire qu'elle avait besoin d'espace. Je comprenais que lorsqu'on est en pleine crise, on ne peut parfois pas supporter l'inquiétude des autres, même celle de son père. Mais assis seul à ma table de cuisine ce soir-là, le téléphone face visible à côté de ma tasse de café, je ne pouvais pas me défaire d'un sentiment étrange. J'ai parcouru ces messages, tous brefs, tous vagues. Jamais un rappel, juste ces rejets rapides. 4 mois que je ne l'avais pas vu. 4 mois et maintenant ça. J'ai posé mon café. La maison était trop calme. Par la fenêtre, la soirée de Scottsdale s'étendait dans des tons d'orange et de violet. Mes voisins rentraient du travail, les portes de garage s'ouvrant et se fermant en séquence dans la rue. Peut-être qu'elle avait posté quelque chose sur Facebook. Je le consultais rarement. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que je m'étais connecté. Mais les gens y publiaient des nouvelles de leur vie, n'est-ce pas? Peut-être y avait-il quelque chose sur la situation de Stuart, quelque chose qui m'aiderait à comprendre. J'ai tendu la main vers mon ordinateur portable sur la table. L'écran de l'ordinateur portable brillait d'un bleu dans ma cuisine qui s'assombrissait. Facebook a mis du temps à charger. J'ai tapé mon mot de passe incorrectement 2 fois avant d'abandonner et de cliquer sur mot de passe oublié. L'email de réinitialisation a mis 3 minutes à arriver. J'en ai créé un nouveau, l'ai tapé soigneusement, et appuyé sur Entrée. Mon fil d'actualité est apparu. Des publications aléatoires d'anciens collègues de l'agence immobilière. Des photos de petits-enfants que je n'avais jamais rencontrés. Du spam de groupes que je ne me souvenais pas avoir rejoints. J'ai fait défiler, ne cherchant rien de spécifique, voulant juste être rassuré. Puis je l'ai vu. La publication de Céleste, il y a 6 heures. Une photo. Céleste et Stuart sur une plage. Coucher de soleil derrière eux. La lumière dorée rendant tout parfait. Glenn et Nora, les Morrison, de chaque côté. Tous les 4 souriant comme s'ils avaient gagné quelque chose. La légende disait, meilleures vacances en famille, Tanhoana, rêve d'Hawaï. J'ai regardé, relu, vérifié la date et l'heure, postée hier. J'ai cliqué sur la photo, les agrandi jusqu'à ce que leur visage remplisse mon écran. Le sourire de Céleste était sincère, pas celui, poli, qu'elle m'adressait lors des dîners de fête. C'était une joie réelle. Stuart avait son bras autour des épaules de Glenn. Nora portait un collier de fleurs. Derrière eux, je pouvais voir un complexe hôtelier de luxe, du genre avec des piscines à débordement et des cabanes privées. Ma poitrine s'est serrée. Mes mains sont devenues engourdies sur le clavier. Ma vision s'est rétrécie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cette photo. J'ai cliqué sur la flèche. Photo suivante. Glenn tenant un médaille sur un balcon d'hôtel. Suivante. Nora et Céleste à ce qui ressemblait à un luau, portant des couronnes de fleurs assorties. Suivante. Tous les 4 en équipement de plongée, debout sur un bateau. Ce bateau. J'ai reconnu le logo de la compagnie sur la chemise du capitaine. Molokini Kraté Tour. Le circuit exact que j'avais réservé et annulé. Les dates exactes où nous étions censés voyager ensemble. Je me suis reculé, j'ai respiré lentement par le nez, je suis retourné sur la page principale de Céleste et j'ai fait défiler ses publications récentes. Il y a 2 semaines, avant qu'elle n'appelle pour annuler.
Hâte des aventures à venir. Les commentaires en dessous m'ont retourné l'estomac. Chanceuse. Tellement jalouse. Et le commentaire de Nora, posté le lendemain de l'invitation de Céleste. Tellement excitée pour notre voyage en famille. Notre voyage en famille. Pas le nôtre. Le leur. J'ai fait défiler plus loin, j'ai trouvé une publication d'il y a 3 semaines. Une capture d'écran de billets d'avion avec les destinations floutées. Légende, le compte à rebours commence. Glenn avait commenté avec une série d'émojis de palmiers. Il y a 3 semaines, avant même que Céleste ne m'invite. Le schéma s'est cristallisé. Elle avait d'abord planifié ses vacances avec les Morrison, puis m'avait invité. Peut-être que Glenn et Nora l'avaient pressée. Peut-être qu'elle s'était sentie obligée. Puis elle m'avait désinvité avec cette histoire sur le travail de Stuart, sur les finances, sur le besoin de gérer les choses eux-mêmes. Le travail de Stuart allait bien. Leurs finances allaient bien. Ce complexe en arrière-plan coûtait au minimum $400 la nuit. Ils avaient besoin que je ne sois pas là. Je n'ai pas ragé, je n'ai pas frappé la table ni jeté l'ordinateur. Ma formation d'agent immobilier a pris le dessus. Tout documenté. Les preuves d'abord, l'émotion plus tard. J'ai pris des captures d'écran, chaque photo, chaque commentaire, chaque horodatage. Je les ai sauvegardés dans un nouveau dossier sur mon bureau. Céleste, mars 2025. Méthodique, professionnel, comme si j'examinais un contrat avant de le signer. Quand j'ai eu fini, j'avais 17 fichiers sauvegardés. J'ai refermé l'ordinateur d'un clic silencieux et je suis resté assis dans l'obscurité. Je n'avais pas pris la peine d'allumer la lumière de la cuisine. Le coucher de soleil s'était complètement estompé pendant que j'étais perdu dans ces photos. J'ai examiné les faits cliniquement. 1. Céleste a planifié un voyage à Hawaï avec ses beaux-parents. 2. Elle m'a invité après coup. 3. Elle a délibérément annulé en utilisant une fausse excuse. 4. Elle y est allée quand même avec les Morrison. Pourquoi? Étais-je trop ennuyeux pour eux? Trop vieux? Un rappel que Céleste venait d'ailleurs que de leur cercle social de la classe moyenne supérieure de Scottsdale? Ou peut-être plus simple, les Morrison voulaient leurs vacances en famille, juste eux, Stuart et Céleste les a choisis. Je me suis levé, je suis allé au tiroir de la cuisine et j'ai pris le carnet que j'utilisais pour les listes de courses, je l'ai ouvert à une nouvelle page, j'ai écrit en haut en lettres capitales soignées. Ce que je sais, ce que je dois savoir. Première entrée, Céleste ment facilement. Pourquoi? Que veut-elle? Je prononçais chaque mot en l'écrivant. Ma voix était le seul son dans la maison vide. Ne pas appeler. Ne pas envoyer de SMS. Ne pas lui faire savoir que je sais. Attendre. Observer. Apprendre. J'ai refermé le carnet et l'ai glissé sous de vieilles factures dans le tiroir. L'ordinateur portable est resté fermé sur la table. Mon téléphone était là aussi. Écran sombre. Pas de nouveaux messages de Céleste. Elle était trop occupée à profiter d'Hawaï pour prendre des nouvelles de son père. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé mon quartier. Des lumières de Porsche allumées, quelqu'un promenant un chien sur le trottoir. Céleste reviendrait d'Hawaï dans quelques jours. Elle appellerait probablement, s'attendant à ce que je ne sache rien, s'attendant à ce que je sois le même père compréhensif que j'avais toujours été. Et je le serais. Je répondrais au téléphone. Je lui demanderais comment allait Stuart. Je lui dirais que je comprenais que la famille passait avant tout. Que nous irions à Hawaï une autre fois. Je jouerais le rôle parfaitement. Parce que maintenant, j'avais besoin de savoir exactement qui ma fille était devenue. Mon téléphone a vibré pour la 3e fois ce matin-là. Je ne l'ai pas retourné. Le tableur sur l'écran de mon ordinateur était intitulé « Actif, avril 2025 ». Je travaillais dessus depuis 2 jours, depuis que j'avais découvert les photos d'Hawaï. Le carnet de mon tiroir de cuisine était ouvert à côté de mon clavier, maintenant rempli de plusieurs pages de notes de mon écriture soignée. Céleste était rentrée d'Hawaï depuis 3 jours. Elle avait appelé 4 fois. Je n'avais répondu à aucun de ses appels. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai regardé, toujours face contre terre sur mon bureau. Laisse-le sonner. Laisse-la se demander. Le tableur racontait une histoire claire. Évaluation de l'impôt foncier. 850 000 $ pour la maison. Pas d'hypothèque.
Je l'avais remboursé il y a 5 ans avec le produit de ma dernière vente commerciale. Les relevés de mon portefeuille d'investissement, étalés sur mon bureau, montraient 420 000 $ dans des fonds indiciels mixtes et des obligations. Des allocations conservatrices, du genre que l'on fait quand on est à la retraite et qu'on n'a pas besoin de prendre de risques. Mon 401K transféré s'élevait à 380 000 $. Les relevés bancaires montraient 95 000 $ répartis sur 2 comptes d'épargne. Total, environ 1,745 million de $. Je ne faisais pas que compter, je planifiais. Le tableur suivant a été plus douloureux à créer. Je l'ai intitulé Eudon, Céleste Griffin Morrison, 2017 à 2025. 8 ans de mariage, 8 ans d'urgence. J'ai sorti de vieux relevés bancaires, cliqué sur des années d'archives numériques. J'ai trouvé la contribution au mariage, 25 000 $ payés par chèque en juin 2017. J'avais encore l'image sauvegardée. À l'ordre de Céleste Griffin pour les frais de mariage. 15 000 $ pour sa Honda en 2019, quand elle avait appelé en pleurant parce que sa vieille voiture était tombée en panne. 8 000 $ pour des meubles de salon en 2021. Papa, on achète enfin notre premier vrai canapé, celui pour lequel on économisait. Mais ce n'était que les grosses sommes. J'ai fait défiler mon historique Venmo. J'ai trouvé transaction après transaction. 2 000 $ pour des frais médicaux imprévus. 3 000 $ pour le cours de certification de Stuart. 2 000 $ de plus quand leur climatisation est tombée en panne. 1 500 $ pour des réparations d'urgence à la maison. Chaque fois, elle avait appelé avec une urgence dans la voix. Chaque fois, j'avais transféré l'argent en quelques heures. J'ai fait le total. 79 400 $ sur 8 ans. Près de 10 000 $ par an. Chaque année, depuis près d'une décennie. Le schéma était indéniable. Je n'étais pas un père pour elle. J'étais une banque. Mon téléphone a de nouveau sonné. Je l'ai décroché cette fois. J'ai vérifié l'écran. Notification de messagerie vocale. La 4e cette semaine. Je l'ai écouté en haut-parleur. Papa, je commence à m'inquiéter maintenant. Tu n'as pas rappelé. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Je vais passer cet après-midi vers 15 h. J'ai besoin de voir que tu vas bien. J'ai regardé ma montre. 14h47, 13 minutes. J'ai sauvegardé les tableurs, les ai fermés, j'ai mis le carnet dans le tiroir de mon bureau, je l'ai verrouillé. Je suis allé à la salle de bain, j'ai vérifié mon apparence dans le miroir. J'avais l'air comme d'habitude. Une barbe grise que j'avais oublié de raser, des lunettes de lecture suspendues à un cordon autour de mon cou, un vieux cardigan aux poches déformées. La sonnette a retenti à 15 h précises. Par la fenêtre, j'ai vu la Lexus argentée de Céleste dans mon allée. Elle se tenait sur le porche, tenant un porte-gobelet avec 2 tasses. Son expression inquiète semblait étudiée. J'ai pris 30 secondes pour me ressaisir, j'ai respiré calmement, j'ai arrangé mon visage pour qu'il soit neutre, j'ai ouvert la porte. Papa, j'étais inquiète. Elle m'a tendu un des cafés. Tu ne répondais pas à ton téléphone. J'ai appelé 3 fois cette semaine. Est-ce que ça va? Je vais bien. J'ai accepté le café, mais je n'ai pas bu. Juste occupé avec certaines choses. Tu n'avais pas besoin de venir. Je me suis écarté. Elle est entrée, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à trouver des preuves de crise, d'urgence médicale, de chute, quelque chose qui expliquerait mon silence. Nous nous sommes assis dans le salon, pas dans la cuisine où j'avais découvert sa trahison. Cette pièce était maintenant contaminée. Céleste s'est assise sur le bord du canapé, sa tasse de café en équilibre sur son genou. Elle s'est mise à bavarder, une énergie nerveuse remplissant l'espace entre nous. Le travail a été fou depuis notre retour. La date limite de la campagne marketing a été avancée, et Stuart a fait des heures supplémentaires. Tu sais ce que c'est. Elle n'a pas mentionné Hawaï directement, testant si je savais. Le temps a été magnifique, cependant. Es-tu sorti? Peut-être qu'on pourrait déjeuner un de ces jours cette semaine. MHM. Ça a l'air chargé. Elle attendait que je pose des questions. D'habitude, je le faisais. Comment se passe la campagne? Sur quoi travaille Stuart? Quand voulais-tu déjeuner? Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré. Elle a bu une gorgée de son café,
l'a reposé, l'a repris. Alors, qu'as-tu fait? Tu as dit que tu étais occupé. Je me suis juste occupé de paperasse. Des bilans financiers, ce genre de choses. Oh. Une autre pause. Ça a l'air approfondi. 15 minutes se sont écoulées ainsi. De brefs échanges suivis de silences gênants. Je pouvais la voir devenir de plus en plus incertaine à chaque réponse que je ne donnais pas, à chaque question que je ne posais pas. Finalement, elle a posé son café avec plus de force que nécessaire. Papa, est-ce que quelque chose ne va pas? Tu sembles différent. Distant. Ai-je fait quelque chose? Je l'ai regardé directement pour la première fois depuis son arrivée. Je suis le même que j'ai toujours été, Céleste. C'est peut-être toi qui as changé. La déclaration est restée en suspens entre nous. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Le sait-il? Comment pourrait-il savoir? Je ne. Que veux-tu dire? Comment est la situation professionnelle de Stuart? J'ai gardé ma voix neutre. Cette réduction d'effectifs que tu as mentionnée. Elle a cligné des yeux. Oh, ça. Ça s'est arrangé. Fausse alerte. Tout va bien maintenant. Je suis content de l'entendre. J'ai observé attentivement son visage. Ça doit être un soulagement. Oui, un énorme soulagement. Elle a ri nerveusement. Donc, nous n'avions pas à nous inquiéter après tout. Juste une de ces choses d'entreprise qui semblent pires qu'elles ne le sont. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas souri. Je ne l'ai pas rassurée en lui disant que je comprenais. Elle s'est levée brusquement. Je devrais y aller. Stuart m'attend à la maison. Mais papa, s'il te plaît, réponds à ton téléphone la prochaine fois. J'étais vraiment inquiète. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle s'est retournée sur le porche, semblant vouloir dire autre chose, a changé d'avis, et montée dans sa Lexus et est partie. Je suis resté à la fenêtre, j'ai regardé sa voiture disparaître dans la rue. Puis je suis retourné à mon bureau, j'ai déverrouillé le tiroir du bureau, j'ai sorti le carnet, je l'ai ouvert à une nouvelle page, j'ai écrit en haut, prochaines étapes. En dessous, 3 points. 1. Consultation juridique, avocat spécialisé en fiducie. 2. Stratégie de protection des actifs. 3. Attendre son prochain mouvement. Mon téléphone était sur le bureau, écran sombre. Elle rappellerait. La prochaine fois, je répondrai. Je serais agréable. J'écouterai tout ce dont elle avait besoin, et j'utiliserai chaque mot pour monter mon dossier. Mais d'abord, je devais parler à un avocat. Le bureau de l'avocat était au 14e étage. J'ai pris l'ascenseur. Le cabinet de Richard Chen occupait une suite modeste dans le centre-ville de Phoenix. Chen et associé est gravé sur du verre dépoli sur la porte. J'étais arrivé 15 minutes en avance pour mon rendez-vous de 14 heures. Le dossier en manille sur le siège passager de ma voiture contenait des copies imprimées de mon tableur financier. Le carnet était à côté. J'avais trouvé Chen après 3 heures de recherche. 5 avis de clients m'avaient convaincu. Minutieux, explique clairement les concepts complexes, à protéger mes actifs contre des litiges familiaux. Ce dernier avait attiré mon attention. La réceptionniste m'a conduit au bureau de Chen. Il s'est levé quand je suis entré. Milieu de la cinquantaine, costume sombre, poignée de main ferme. Son bureau était professionnel sans être prétentieux. Des livres de droit alignés sur les étagères, des photos de famille sur la crédence, des certificats encadrés sur des murs couleur crème. Monsieur Griffin, veuillez vous asseoir. Il a désigné un fauteuil en cuir en face de son bureau. Vous avez mentionné au téléphone que vous êtes intéressé par la planification successorale. Je me suis installé dans le fauteuil, j'ai posé mon dossier sur mes genoux. J'ai 63 ans, je suis à la retraite avec des actifs substantiels. Une fille, mariée. Je suis préoccupé par la protection de mes actifs et l'optimisation fiscale. J'aimerais explorer la mise en place d'une fiducie irrévocable. Chen a ouvert un bloc-notes, a pris des notes. Les fiducies irrévocables servent plusieurs objectifs. Quels sont vos principaux buts? Je veux soutenir des causes auxquelles je crois tout en assurant une bonne gestion de mes actifs. Une protection à long terme contre d'éventuelles réclamations ou litiges. Il a hoché la tête. Les litiges familiaux sont plus courants qu'on ne le pense. Y a-t-il des préoccupations spécifiques concernant votre fille?
J'ai choisi mes mots avec soin. Je veux que ma succession soit distribuée selon mes valeurs, pas selon des suppositions sur les obligations familiales. Compris. Shen s'est penché en arrière. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionnent les fiducies irrévocables. Une fois établies, vous ne pouvez pas modifier ou récupérer les actifs qui y sont placés. Le bénéficiaire que vous désignez lors de la création a des droits légaux clairs sur ses actifs. Vous abandonnez le contrôle de manière permanente. C'est ce qui les rend puissantes pour la protection des actifs, mais c'est aussi irréversible. Êtes-vous certain de cette direction? J'en suis certain. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à mon héritage et à ce que je veux soutenir. C'est la bonne structure pour mes objectifs. Shen m'a expliqué les mécanismes. La fiducie détiendrait tous les actifs que je transférerais. Cela pouvait être de l'argent, des biens immobiliers, des comptes d'investissement. La désignation du bénéficiaire était cruciale et permanente. Il existait des avantages fiscaux si elle était correctement structurée. Le processus prendrait 2 à 3 semaines. Rédaction des documents, examen, révision, notarisation, puis transfert formel des actifs. Le coût est de $3 500 pour la création complète de la fiducie plus la révision du testament. Est-ce que cela convient à votre budget? C'est parfait. Je n'ai pas négocié. Ce n'était pas une demande anodine. Nous avons passé 40 minutes de plus à discuter des détails. J'ai fourni mon aperçu financier sans contexte émotionnel. Shen a posé des questions techniques sur la base fiscale, l'évaluation de la succession, les défis potentiels. Professionnel jusqu'au bout. Il n'a jamais insisté sur les motivations personnelles. À 15h30, nous nous sommes serrés la main. J'aurai les projets de documents d'ici 3 jours. Nous fixerons une réunion de révision une fois que vous aurez eu le temps de les examiner. Je suis retourné à Scottsdale alors que le trafic de l'après-midi s'intensifiait sur l'I-10. Quand je suis rentré chez moi, mon téléphone affichait 2 appels manqués de Céleste. Elle appelait plus fréquemment depuis notre visite tendue il y a 10 jours. Rétablir le contact, réchauffer l'atmosphère qu'elle avait senti se glacer. Je l'ai rappelé. Papa, j'espérais t'avoir. Comment s'est passée ta journée? Bien. J'avais quelques rendez-vous. Quoi de neuf de ton côté? Oh, le chaos habituel au travail. Mais je voulais te dire quelque chose d'intéressant. Son ton a changé. Un enthousiasme prudent. Stuart et moi avons rencontré des amis la semaine dernière. Ils ouvrent une franchise de café. Apparemment, il y a de l'argent à se faire dans le café de spécialité ces jours-ci. Ils parlaient du modèle économique, et j'ai pensé à toi. Tu as toujours compris les propriétés commerciales et les investissements d'affaires. Les franchises de café peuvent être rentables au bon endroit. Quel est leur concept? Qui gère ça? Je n'ai pas tous les détails pour l'instant, mais ça a l'air solide. Torréfaction locale, axée sur la communauté, ce genre de choses. Je me renseignerai davantage. Nous avons parlé encore 10 minutes. Elle m'a demandé comment s'était passée ma semaine, a raconté des histoires sur ses collègues, a mentionné Stuart nonchalamment. L'appel semblait presque normal. Presque. 3 jours plus tard, Shen a envoyé par email les projets de documents de fiducie. Je les ai imprimés, j'ai examiné chaque page à ma table de cuisine. La nature irrévocable était énoncée dans un langage juridique précis. Le constituant transfère par la présente de manière permanente et irrévocable. La ligne du bénéficiaire était vide, attendant ma décision. J'ai passé la soirée à faire des recherches sur les organisations caritatives pour les anciens combattants en Arizona. J'en ai trouvé une avec des finances transparentes et de bonnes notes. L'Alliance des vétérans de l'Arizona. 87% des fonds allaient directement au programme d'aide aux anciens combattants sans abri. Les rapports annuels étaient publics. Les membres du conseil d'administration étaient listés avec leurs qualifications. J'ai envoyé un email à Shen. Le bénéficiaire devrait être l'Alliance des vétérans de l'Arizona, section de Phoenix. Demande également l'ajout au testament d'une déclaration explicite selon laquelle ma fille ne reçoit rien à moins qu'elle n'accepte les termes de la fiducie sans contestation dans les 30 jours. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Compris. Je réviserai en conséquence. Ceci est exécutoire en vertu de la loi de l'Arizona. Céleste a de nouveau appelé 2 jours plus tard. Papa, tu te souviens de cette franchise dont je t'ai parlé? Ils cherchent des investisseurs maintenant.
C'est une opportunité limitée. Ils ne veulent que quelques partenaires qui comprennent les affaires. Serais-tu prêt à jeter un œil à leur plan d'affaires, juste pour avoir ton avis? Tu as de si bons instincts pour ces choses. Envoie-moi ce qu'ils ont. Je vais y jeter un œil. Je ne peux rien promettre, mais je suis heureux de te donner mon évaluation. Merci. J'apprécie vraiment ton avis. Je te l'enverrai par email aujourd'hui. L'email est arrivé à 16h47. Objet, opportunité d'investissement dans un café. Le plan d'affaires joint était un document de 23 pages de texte mal formaté et de projections irréalistes. L'étude de marché consistait en des statistiques génériques sur la consommation de café. L'équipe de direction n'avait aucune expérience en restauration, juste de l'enthousiasme et de l'ambition. Les projections financières montraient des rendements annuels de 25%. 25% dans un café. La demande était enfouie à la page 19. 100 000 $ pour une participation de 15%. J'ai lu chaque page 2 fois, j'ai pris des notes dans les marges de ma copie imprimée, j'ai vérifié leurs chiffres par rapport aux normes de l'industrie que je me souvenais de l'immobilier commercial. Rien de tout cela n'avait de sens. J'ai répondu par email, intéressant. Laisse-moi y réfléchir pendant une semaine. Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Bien sûr, papa. Prends tout le temps dont tu as besoin. Bien qu'ils aient mentionné qu'ils devaient savoir avant la fin du mois. D'autres investisseurs sont également intéressés. Mais sans pression. Je voulais juste que tu aies la première chance, car la famille passe avant tout. La famille passe avant tout. J'ai fermé mon ordinateur portable. Les documents de la fiducie étaient dans un dossier sur mon bureau. Shane aurait les versions finales prêtes dans 10 jours. Le 25 avril. Le plan d'affaires imprimé gisait à proximité, ses projections absurdes brillant pratiquement de signaux d'alarme. Mon téléphone a vibré. SMS de Céleste. Merci, papa. Je t'aime. Je n'ai pas répondu immédiatement. Laisse-la attendre. Laisse-la se demander. La date limite qu'elle avait mentionnée était dans 3 semaines, le 30 avril. Mes documents de fiducie seraient finalisés le 25 avril. 5 jours de marge. Un timing parfait. Si Céleste demandait l'argent avant que la fiducie ne soit complète, je devrais gagner du temps. Si elle attendait trop longtemps, elle pourrait sentir que quelque chose n'allait pas. Mais si tout s'alignait, sa demande arrivant juste après que mes actifs aient été verrouillés, ce serait parfait. J'ai ouvert mon calendrier, j'ai compté les jours. Fin du mois, 30 avril. Finalisation de la fiducie, 25 avril. 5 jours pour la laisser faire son mouvement. 5 jours pour tendre le piège. 2 portières de voiture ont claqué à l'unisson. Elle avait amené des renforts. Je me tenais à la fenêtre de mon salon, les regardant remonter l'allée ensemble. Stuart portait un portefeuille en cuir sous le bras. Ils étaient venus préparés pour une présentation. Le soleil de début mai brillait sur les pare-brises et le béton. La chaleur de l'Arizona commençait déjà à monter. Mon téléphone avait vibré ce matin-là avec le SMS de Céleste. Est-ce que Stuart et moi pouvons passer cet après-midi? On veut discuter de cette opportunité avec toi en personne. Traduction, il est temps de demander mon argent. Les documents de la fiducie avaient été finalisés il y a 2 jours, le 25 avril. Exactement comme je l'avais calculé. Notarié, actifs transférés, tout verrouillé dans une permanence légale. L'enveloppe en manille avec les copies était dans le tiroir de mon bureau. Je savais exactement où elle était. Céleste ne savait rien de tout cela. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. Céleste m'a serré dans ses bras, trop chaleureusement, compensant la tension de notre dernière rencontre. Stuart m'a serré la main avec une fermeté d'homme d'affaires. Merci de nous accorder du temps, Gus. Nous l'apprécions vraiment. Un café? Je me suis dirigé vers la cuisine sans attendre de réponse. Ils se sont installés dans le salon pendant que je faisais couler l'eau, mesurais le café moulu, les écoutant murmurer entre eux. Quand je suis revenu avec 3 tasses, Stuart avait déjà étalé des documents sur la table basse. Le portefeuille était ouvert, révélant le même plan d'affaires que j'avais déjà disséqué, plus quelques pages ajoutées à la hâte. Stuart a pris la parole, la voix répétée et confiante. Gus, nous avons suivi de près le marché du café de spécialité. La trajectoire de croissance est exceptionnelle, surtout dans les zones universitaires.
Nos amis ont obtenu un emplacement de choix à Tampes, juste à côté du campus de l'ASU. Trafic étudiant, jeunes professionnels, une démographie parfaite pour le café de spécialité. Il a sorti sa tablette, m'a montré un simple tableur. L'investissement dont nous discutons est de 100 000 $ pour une participation de 15%. Nous avons déjà 3 autres investisseurs engagés. Les projections montrent un seuil de rentabilité en 18 mois, puis des rendements annuels de 20 à 25%. J'ai bu une gorgée de mon café, je l'ai laissé finir. La franchise offre une formation et un soutien complet. Tout est clé en main. Aménagement, équipement, système d'exploitation, tout est inclus dans l'investissement. Nous avons juste besoin de clôturer le tour de financement avant la fin du mois pour procéder à la signature du bail. J'ai posé ma tasse. Qui gère les opérations au quotidien? Quelle expérience en restauration ont-ils? La confiance de Stuart a vacillé. La franchise offre une formation approfondie. Il vous guide à travers tout. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Qui, spécifiquement, sera là tous les jours pour prendre des décisions, gérer le personnel? Eh bien, nos amis, les principaux investisseurs, ils sont engagés à une implication pratique. Quel est leur parcours? Gestion de restaurants précédente, services alimentaires. Ce sont des entrepreneurs motivés. Le système de franchise est conçu pour. Et la structure du bail? Quelles sont les conditions? Quelle part est couverte par cet investissement par rapport au coût d'exploitation continu? Céleste est intervenue, me prenant la main sur la table. Papa, je sais que tu es prudent. C'est intelligent. Mais il s'agit de plus que de simples chiffres sur un papier. Sa voix s'est adoucie. Stuart et moi avons parlé de notre avenir, de fonder une famille. Cet investissement pourrait nous donner la stabilité dont nous avons besoin. Tes petits-enfants pourraient grandir en sachant que leur grand-père a aidé à construire quelque chose de significatif. Première mention de petits-enfants. Manipulation évidente, mais livrée avec assez de sincérité apparente pour que quelqu'un qui ne savait pas mieux puisse y croire. Je l'ai regardé droit dans les yeux, étudiant si elle croyait à ses propres mots. Fonder une famille est important. C'est exactement pourquoi cela mérite une attention particulière. 100 000 $, c'est une somme considérable. Stuart a rebondi, sentant une ouverture. Si tu as des questions spécifiques, peut-être que nous pouvons y répondre maintenant. Le timing est vraiment critique ici. Les autres investisseurs ont besoin d'une confirmation avant la fin du mois. Si nous ne pouvons pas nous engager, ils devront trouver un autre partenaire. Alors ils devront attendre une semaine pour ma réponse. J'ai gardé ma voix neutre. C'est raisonnable. Si l'opportunité est solide, elle peut supporter 7 jours de diligence raisonnable. Le visage de Céleste s'est décomposé. Elle s'attendait à de l'enthousiasme, ou du moins à un intérêt immédiat. Papa, nous. Une semaine. C'est ma décision. Stuart a fermé son portefeuille avec un peu trop de force. Céleste a rassemblé sa tablette, ses mouvements raides. À la porte, elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Cette fois, je l'ai à peine rendue. S'il te plaît, réfléchis-y vraiment, a-t-elle dit. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Il s'agit de croire en nous, en notre avenir. Je lui accorderai l'attention qu'elle mérite. Je vous appellerai dans une semaine. Je les ai regardés par la fenêtre alors qu'ils étaient assis dans la voiture, ne partant pas immédiatement. Céleste gesticulait avec animation. La mâchoire de Stuart était serrée, ses mains agrippant le volant. Il débattait clairement de ce qui n'allait pas, pourquoi je n'avais pas sauté sur l'occasion d'investir dans leur avenir. Finalement, ils sont partis. Je suis retourné à mon bureau, j'ai déverrouillé le tiroir. L'enveloppe en manille était exactement là où je l'avais placée. À l'intérieur, les documents de la fiducie montrant le titre de propriété de la maison transférée à l'Alliance des vétérans de l'Arizona. 65% de mes actifs liquides bloqués dans une structure irrévocable. Mon testament révisé avec des conditions explicites. Tout complété il y a 2 jours. Elle avait demandé 100 000 $. Je venais de m'assurer qu'elle obtiendrait exactement ce qu'elle méritait. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé un SMS avec soin. J'ai pris ma décision. Passe vendredi après-midi. Viens seul. Juste toi et moi cette fois. Je l'ai relu 2 fois. Je l'ai envoyé. Sa réponse est arrivée en moins de 60 secondes.
D'accord, papa. Juste nous deux. Merci d'avoir réfléchi à ça. À vendredi. Elle pensait que je disais oui. Elle pensait que juste nous deux signifiait un moment intime où un père aide sa fille à construire ses rêves. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il y avait réellement dans cette enveloppe. Vendredi était dans 3 jours. 3 jours pour qu'elle se sente en confiance, pour imaginer cet argent entre ses mains, pour croire que sa manipulation avait fonctionné. Et ensuite, je lui tendrai ces documents. L'enveloppe reposait entre nous comme une pièce à conviction dans un procès. J'avais passé la matinée à arranger les meubles, 2 chaises se faisant face de part et d'autre de la table basse, pas l'agencement décontracté du canapé d'avant. Cela devait être formel. L'enveloppe en manille était posée précisément au centre, impossible à ignorer. Vendredi après-midi, le soleil découpait des angles vifs à travers les fenêtres. Sa voiture s'est garée dans l'allée exactement à l'heure, impatiente. J'ai pris une grande inspiration, non pas d'anxiété, mais de préparation. Céleste est entrée en souriant, m'a serré dans ses bras avec ce qui semblait être une chaleur sincère. La semaine a été agréable, papa. Le temps est enfin parfait. Elle s'est assise, a immédiatement remarqué l'enveloppe, mais n'a pas posé de questions. Elle a commencé son approche. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur la prudence. Stuart et moi apprécions vraiment que tu prennes cela au sérieux. Ça montre que tu respectes notre jugement. J'ai levé doucement la main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. Avant de parler d'investissement, je dois discuter d'autre chose. J'ai réfléchi cette semaine à la famille, aux valeurs, à ce qui compte vraiment quand la confiance est rompue. Son expression a changé. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait préparé. Bien sûr, papa. Qu'est-ce qui te préoccupe? Quand tu as annulé notre voyage à Hawaï, tu as dit que le travail de Stuart était en danger. Des problèmes financiers. Je t'ai cru. J'ai gardé ma voix mesurée. Puis j'ai vu tes publications sur Facebook. Tu étais à Maui. Ces dates exactes, avec Stuart, avec Glenn et Nora. Vous n'aviez pas de problème financier. Vous ne vouliez simplement pas de moi là-bas. La couleur a quitté son visage comme l'eau d'un évier. Papa, je peux expliquer. Ce n'était pas du tout comme ça. Glenn et Nora nous ont surpris avec des billets. C'était de dernière minute. Je ne voulais pas te blesser en disant que nous avions choisi leur invitation à la place. Arrête. Je n'ai pas haussé la voix. Le travail de Stuart allait bien. Les photos montraient un hôtel de luxe, des excursions de plongée, des luaux. Pas de stress financier. Tu as menti pour m'exclure parce que les Morrison voulaient leurs vacances en famille sans moi. Tu les as choisis. Elle a changé de tactique, se penchant en avant. D'accord, j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Mais c'était il y a des mois, papa. Ne pouvons-nous pas passer à autre chose? Cet investissement concerne notre avenir, le fait que tu crois en nous. Tu veux $100 000 pour un investissement que Stuart n'a pas pu expliquer quand j'ai posé des questions de base. Des rendements irréalistes, pas de direction expérimentée, une pression de délai artificiel. J'ai pris l'enveloppe. Tu t'attendais à ce que je signe un chèque comme je l'ai toujours fait. Je l'ai glissé sur la table. Je ne te donne pas $100 000, mais je te donne quelque chose. Prends ça à la place. Elle l'a ouverte, confuse, a sorti les documents notariés, a commencé à lire. Ses lèvres bougeaient silencieusement sur les mots. Fiducie irrévocable. Alliance des vétérans de l'Arizona. Transfert de propriété et d'actifs. La confusion est devenue compréhension. La compréhension est devenue choc. Ça dit que tu as transféré la maison. Sa voix a grimpé. $650 000 à une association caritative. C'est daté de quand? 25 avril. 5 jours avant que toi et Stuart ne veniez demander de l'argent. Elle a tourné les pages frénétiquement, a trouvé la copie du testament. Tout va à cette organisation d'anciens combattants. Je n'obtiens. Elle a levé les yeux. Je n'obtiens rien. Relis-le. Il y a une disposition conditionnelle. Mais elle ne lisait plus. Elle s'est levée brusquement, les papiers tombant de ses mains. Ses jambes semblaient soudainement instables. Papa, qu'as-tu fait? Pourquoi ferais-tu ça? C'est de la folie. Tu ne peux pas juste. Elle a cherché le dossier de la chaise, l'a manqué, a trébuché sur le côté et s'est effondrée sur le canapé,
pas inconsciente, mais dépassée. Elle est restée là, la tête dans les mains, pendant que les documents juridiques jonchaient mon sol comme des promesses brisées. Je suis resté debout, la regardant. Tu as choisi l'approbation des Morrison plutôt que ton père. J'ai choisi de soutenir quelque chose qui le mérite vraiment. Des vétérans qui ont servi leur pays, pas une fille qui me ment en face. Elle a levé les yeux, et il n'y avait plus de manipulation dans son expression, juste la compréhension brute de la perte. Est-ce que ça peut être changé? Peux-tu l'annuler? Non. C'est ce que signifie irrévocable. C'est fait. Le silence a rempli l'espace entre nous. Dehors, le système d'arrosage d'un voisin s'est mis en marche. La vie continuait normalement pendant que son monde s'effondrait. Finalement, sa voix est sortie, petite et creuse. Stuart et ses parents, ils vont, quand ils découvriront. C'est ton problème, pas le mien. Elle s'est levée en tremblant, a laissé les papiers éparpillés sur le sol, s'est dirigée vers la porte sans prendre l'enveloppe. Céleste. Elle s'est arrêtée, ne s'est pas retournée. Les documents mentionnent une disposition conditionnelle. 50 000 $ après ma mort, si tu acceptes la fiducie sans contestation légale. Lis la dernière page. Elle n'a pas répondu. Elle a ouvert la porte. Elle est partie. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle s'asseyait dans sa voiture. 5 bonnes minutes se sont écoulées avant qu'elle ne démarre le moteur. Elle appelait quelqu'un. Stuart probablement, ou Glenn, pour annoncer la nouvelle. Je pouvais imaginer la conversation, l'incrédulité, la rage qui s'ensuivrait. Laissez-les être en colère. Laissez-les comploter. La fiducie était irrévocable. La loi était de mon côté. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai commencé à ramasser les papiers éparpillés sur le sol. Chaque page représentait des mois de planification, une construction juridique minutieuse et une simple vérité. Les actions ont des conséquences. Même pour les filles qui oublient d'où elles viennent. Sa voiture est restée dans mon allée pendant 7 minutes. J'ai compté. Je me tenais à la fenêtre, tenant les papiers que je venais de ramasser sur le sol. À travers la vitre, je pouvais voir les épaules de Céleste trembler, le téléphone pressé contre son oreille. Elle pleurait, gesticulant de sa main libre. Stuart probablement, ou elle appelait déjà Glenn pour lui annoncer la nouvelle. Je me suis détourné, j'ai apporté les documents éparpillés à mon bureau, je les ai classés méthodiquement dans le dossier en manille avec les autres copies. Le téléphone est resté silencieux pendant 43 minutes. Puis il a commencé. Le nom de Céleste s'est allumé sur l'écran. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, le numéro de Stuart. Ignoré. Puis Céleste à nouveau. 3 fois de plus avant que je ne retourne le téléphone face contre terre sur mon bureau. Les vibrations continuaient, cliquetant contre le bois comme un coup insistant. Ce soir-là, j'ai examiné les coordonnées de Richard Chen, j'ai pris des notes sur ce qui s'était passé, les eurodatages, les mots exacts échangés, la documentation. Une habitude de 30 ans de vente immobilière. Tout écrit, daté, classé. Le samedi matin, ma boîte vocale était pleine. Je les ai écoutés un par un stylo à la main. Le premier message de Céleste, la voix brisée. Papa, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu? Les sanglots rendaient le reste incohérent. Deuxième message, la colère remplaçant les larmes. Quelqu'un te manipule. Ce n'est pas toi. Tu dois réfléchir clairement à ce que tu as fait. Les messages de Stuart étaient plus contrôlés. Gus, nous devons discuter de cela rationnellement. Il y a des options. Rappelle-moi pour que nous puissions en parler. Puis une nouvelle voix, profonde, autoritaire. Gus, c'est Glenn Morrison. Nous devons discuter de tes décisions récentes. Céleste est dévastée, ce qui est compréhensible. Il y a de sérieuses implications légales que tu ne comprends peut-être pas. Appelle-moi immédiatement pour que nous puissions résoudre cela de manière sensée. J'ai noté l'expression clé, implication légale. Le dimanche a apporté un ton différent. J'ai consulté notre avocat concernant cette situation de fiducie. La voix de Glenn était devenue froide. L'arrangement semble très irrégulier, surtout compte tenu de ton âge et de ton isolement. Nous avons de réelles inquiétudes quant à ta compétence lorsque ces documents ont été exécutés. Pour ta propre protection, nous explorons des recours légaux.
C'est ta dernière opportunité de régler cela en privé. Le mot compétence a atterri comme un coup de poing. Ils allaient prétendre que j'étais mentalement inapte. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai regardé mes notes. Cet angle, je ne l'avais pas entièrement anticipé, contester la fiducie en contestant mon esprit. Le mardi matin, un camion FedEx s'est garé dans mon allée. L'enveloppe était épaisse, formelle. En tête de cabinet d'avocat. Morrison et Associés, fiducie irrévocable créée le 25 avril 2025. Demande d'annulation. Je l'ai lu 2 fois. Langage juridique sur les préoccupations concernant la capacité mentale et l'influence indue au moment de l'exécution. Demande formelle de dossiers médicaux, exigence de dissoudre la fiducie et de restituer les actifs sous mon contrôle personnel. Délai, 10 jours pour répondre. Menace de litige si les demandes n'étaient pas satisfaites. J'ai appelé Chen immédiatement. Je peux être là dans 2 heures, a-t-il dit. Son bureau semblait plus petit que dans mon souvenir. Chen a lu la lettre attentivement, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes dans les marges avec un stylo rouge. Tactique d'intimidation standard, a-t-il finalement dit. Il invoque une capacité diminuée et une possible influence indue, ce qui signifie que quelqu'un vous a manipulé pour créer cette fiducie. Ils n'ont aucune preuve parce que ce n'est pas arrivé, mais ils parient que vous paniquerez et que vous accepterez un règlement pour éviter un litige. Peuvent-ils vraiment contester ma compétence, porter ça devant les tribunaux? Ils peuvent intenter une action en justice. Même les plaintes sans fondement nécessitent une défense, des dépositions, des dossiers médicaux, des témoignages publics sur votre état mental. C'est coûteux, invasif et long. Chen a posé la lettre. Mais nous avons des avantages. La fiducie a été créée 5 jours avant leur demande d'argent. Cela prouve que ce n'était pas une vengeance impulsive. Vous étiez représenté par un avocat. Moi. Votre intention était claire, documentée et rationnelle. Alors, que faisons-nous? Nous prenons les devants. Une évaluation médicale complète, physique et psychologique, datée de maintenant, pendant que leur contestation est en cours. Cela montre que vous êtes confiant dans votre état mental. De plus, je répondrai formellement. Il a sorti son ordinateur portable. Nous noterons que la fiducie a été correctement exécutée, que vous êtes pleinement compétent. Tout litige sera vigoureusement défendu, et si nous gagnons, nous demanderons le remboursement des honoraires d'avocat en vertu de la loi de l'Arizona pour les plaintes futiles. J'ai hoché la tête. Organisez ça. Toutes les évaluations dont vous avez besoin. En rentrant chez moi, le soleil se couchait sur les montagnes de la superstition. Le ciel brûlait d'orange et de violet. Magnifique. Indifférent. Mon téléphone a sonné. Le nom de Céleste. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai répondu. Papa, Glenn dit que nous avons des motifs pour contester ça. Sa voix était dure, rien à voir avec les pleurs de vendredi. Il dit que tu ne pensais pas clairement. Nous allons prouver que tu n'étais pas dans ton bon état d'esprit quand tu as signé ces papiers. Tu vas prétendre que je suis incompétent, ton propre père? Tu as donné mon héritage à de parfaits inconnus. Tu m'as déshérité pour une seule erreur. Que sommes-nous censés penser d'autre? Que tu es rationnel. Les mots étaient si froids, si calculés. Ce n'était pas le chagrin qui parlait. C'était la stratégie. Je n'ai jamais été plus rationnel de ma vie, ai-je dit doucement. Et tu l'apprendras au tribunal si tu continues. J'ai raccroché, je suis resté assis dans mon salon qui s'assombrissait, le téléphone finalement silencieux dans ma main. Pour la première fois, j'ai ressenti tout le poids de ce que j'avais mis en mouvement. Pas de regret, je le referai. Mais la reconnaissance que cette bataille était réelle. Les Morrison avaient des ressources, des connaissances juridiques et de la motivation. Ils allaient rendre ça moche. J'ai sorti mon carnet, l'ai ouvert à une nouvelle page. Stratégie DE Défense, juin, ai-je écrit en haut. En dessous, 1. Évaluation médicale. 2. Évaluation psychologique. 3. Chronologie des documents. 4. Lettre de réponse de Chen. 5. Découvrir à quoi il voulait vraiment l'argent. Ce dernier point était plus par curiosité que par nécessité. L'histoire de la franchise de café avait été faible dès le début. Que prévoyait-il vraiment avec ces 100 000 $? Quel était le véritable objectif de Glenn? Le 3e médecin en 10 jours m'a demandé si je m'étais senti confus récemment. Non, ai-je dit, et j'ai coché la case sur le formulaire.
Pas de confusion. Début juin, salle d'attente d'un cabinet médical, en train de remplir ma 3e évaluation. Le presse-papier contenait des questions sur la dépression, l'anxiété, les problèmes de mémoire. J'ai parcouru la page, cochant un nom dans chaque colonne. Le premier rendez-vous avait été chez mon médecin traitant. Examen physique complet, analyse de sang, dépistage cognitif. Le deuxième chez un neurologue, évaluation détaillée, test de mémoire, évaluation des fonctions exécutives. Maintenant, un psychologue pour un examen complet de l'état mental. À chaque fois, la même question. Pourquoi êtes-vous ici? À chaque fois, la même réponse. Ma famille prétend que je suis mentalement incompétent. J'ai besoin de documents le prouvant. La psychologue m'a fait entrer. Milieu de la quarantaine, professionnelle mais chaleureuse. Son bureau avait des plantes, un éclairage doux, 2 fauteuils confortables orientés l'un vers l'autre. Votre famille a exprimé des inquiétudes quant à votre capacité mentale, a-t-elle dit, en examinant ses notes d'admission. D'après mon évaluation d'aujourd'hui, je ne vois aucune preuve de déficience cognitive, de dépression ou de jugement diminué. Pouvez-vous m'expliquer avec vos propres mots pourquoi vous avez pris ces décisions de planification successorale? Je m'étais préparé à cela, je suis resté clair et factuel. J'ai découvert que ma fille m'avait menti sur des sujets importants. J'ai décidé de réorienter ma succession vers des causes que je crois mériter d'être soutenues, plutôt que de récompenser la tromperie. C'était une décision délibérée, mûrement réfléchie, prise avec un conseiller juridique. Elle a écrit pendant un long moment. Cela semble être un choix rationnel, même si d'autres ne sont pas d'accord. C'est ce que je pensais. Les résultats sont arrivés en une semaine. Médecin traitant, excellente santé physique pour un homme de 63 ans. Tous les signes vitaux normaux. Aucun médicament affectant la cognition. Neurologue, mini-mental state examination, score de 29 sur 30. Un point en moins pour la date exacte, ce qui est acceptable. Aucun signe de démence ou de déclin cognitif. Psychologue, rapport détaillé concluant que le patient fait preuve d'une pensée logique claire, d'un jugement approprié et d'une pleine conscience de ses décisions et de leurs conséquences. Pendant que je rassemblais la documentation médicale, les Morrison ont lancé leur propre campagne. Mon ancien collègue, Tom Bradley, a appelé un mercredi. Gus, je t'ai envoyé quelque chose. Vérifie tes emails. Je l'ai ouvert. Une capture d'écran d'une publication Facebook de Céleste datant de 2 jours plus tôt. Parfois, les personnes que vous aimez le plus ont besoin d'une aide qu'elles n'acceptent pas. Regarder un parent se débattre avec des décisions difficiles et déchirantes. J'envoie de la force à tous ceux qui font face à des membres de leur famille vieillissants. Commentaire en dessous. Tellement désolé que tu traverses ça. Je pense à toi. Je prie pour ta famille. Elle ne m'avait pas nommé. Pas besoin. Les gens parlent, a dit Tom. Glenn Morrison fait la cour au country club, racontant à tout le monde que tu as perdu la tête, que tu donnes ta succession à des organisations au hasard. Les gens qui ne te connaissent pas bien commencent à le croire. C'est plus compliqué que ce que Glenn en dit, Tom. J'avais des raisons solides pour mes décisions. Ils font pression pour me forcer à les annuler. Je m'en doutais. Je voulais juste que tu saches ce qui se dit. Le samedi suivant, je suis allé à mon club de golf. Je n'y étais pas allé depuis des semaines, mais je refusais de me cacher. Tom m'a trouvé au 9e trou. Il jouait devant. Il m'a fait un signe quand il m'a vu. Ça te dérange si je marche avec toi? Nous nous sommes dirigés vers le green, les clubs sur nos épaules. La matinée était déjà chaude, le ciel d'un bleu impossible. Cette affaire de franchise de café que ta fille a mentionnée, a dit Tom nonchalamment. J'ai croisé Mike Patterson la semaine dernière. Ils étaient censés investir dans la même chose, n'est-ce pas? J'en ai parlé, je pensais qu'il pourrait avoir des détails. Il n'avait aucune idée de quoi je parlais. Il a dit qu'il n'investissait dans aucune franchise. J'ai arrêté de marcher. Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler avec Mike? Juste une conversation. Je trouvais ça intéressant. Tom a sorti son putter, a aligné un coup. Mais ensuite, j'ai entendu Glenn au clubhouse parler de la rénovation de sa maison et de l'achat d'un bateau. Un bateau cher, en plus. C'était juste après que ta fille t'ait demandé de l'argent. Ça semblait être une sacrée coïncidence. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté parfaite.
Il n'y avait pas de franchise, ai-je dit. Pas de réelle opportunité d'investissement. Tom a hoché lentement la tête. C'est ce qu'il me semble. Je suis désolé, Gus. Je sais que c'est ta fille, mais si elle les aide à mentir sur ton incompétence alors que ce sont eux qui sont malhonnêtes, ce n'est pas juste. Serais-tu prêt à mettre par écrit ce que tu viens de me dire? Daté, signé. J'ai besoin de documents si ça va au tribunal. Il a hésité. Personne ne voulait s'impliquer dans un drame familial. Mais après un moment, s'ils mentent sur ton état mental, je dirai la vérité sur leur fausse affaire d'investissement. C'est juste. Je t'enverrai quelque chose par email demain. 2 jours plus tard, la déclaration de Tom est arrivée. Dactylographiée, datée, signée. Récit détaillé de sa conversation avec Mike Patterson. Description de Glenn discutant de la rénovation et de l'achat du bateau. Coordonnées pour vérification. Je l'ai immédiatement transmise à Shane. À la mi-juin, mon dossier de défense était complet. 3 évaluations médicales montrant une compétence totale. Évaluation psychologique confirmant un jugement sain. Chronologie prouvant que la fiducie avait été créée 5 jours avant leur demande d'argent. La déclaration de Tom exposant le projet d'investissement frauduleux. Documentation de la tromperie de Céleste à Hawaï avec des captures d'écran de Facebook. Shane a tout examiné dans son bureau. Les papiers étalés sur son bureau. C'est excellent, a-t-il dit. Les évaluations médicales sont complètes et récentes. Ils ne peuvent pas prétendre que vous étiez diminué il y a 2 mois, mais compétent maintenant. La chronologie prouve une intention claire, pas une vengeance impulsive. Et la déclaration de Tom détruit leur crédibilité. S'ils poursuivent en justice après avoir vu ça, ils risquent des sanctions pour plainte futile. Quelle est la prochaine étape? Nous attendons leur dépôt formel. S'ils intentent réellement une action en justice, nous répondrons avec tout cela. Nous déposerons également une requête pour les honoraires d'avocat. Un litige futile devrait leur coûter à eux, pas à vous. Pendant ce temps, le délai de 10 jours de leur lettre initiale est passé. Ils n'ont pas encore déposé de plainte. Qu'est-ce que cela signifie? Shane s'est adossé à sa chaise. Cela pourrait signifier qu'il reconsidère. Cela pourrait signifier qu'il prépare un dossier plus solide. Ou, il a fait une pause, cela pourrait signifier qu'ils essaient d'abord une approche différente. Mon téléphone a vibré sur son bureau. SMS de Céleste. Papa, pouvons-nous parler? Juste toi et moi. Pas d'avocat, s'il te plaît. J'ai montré l'écran à Shane. Il l'a lu et a levé les yeux. Voilà l'approche différente. Ils veulent négocier. Le procès qui n'a jamais eu lieu s'est officiellement terminé un mardi matin. Richard Shane a fait glisser la lettre sur son bureau. Une page, en tête formelle, langage juridique sur le retrait des réclamations après examen plus approfondi des circonstances et des preuves. Traduction, ils avaient vu mes évaluations médicales, la déclaration de Tom Bradley, et savaient qu'ils perdraient. Leur avocat aurait été sanctionné pour avoir poursuivi une plainte futile, a dit Shane. Son sourire était professionnel, mais je pouvais voir la satisfaction derrière. La fiducie est en béton. Vous avez prouvé votre compétence au-delà de tout doute raisonnable. Vont-ils réessayer? Pas par les voies légales. Mais la pression familiale? C'est différent. Il a tapé son stylo contre le bureau. C'est pourquoi Céleste veut se rencontrer sans avocat. Elle va vous demander de modifier volontairement la fiducie. Je m'y attendais, je l'avais même anticipé. Je la rencontrerai, mais à mes conditions. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un SMS à Céleste. Nous pouvons nous rencontrer chez moi vendredi après-midi. Viens seul. Je ne lui ai pas dit que le procès était retiré. Je l'ai laissé penser qu'il était toujours en cours. Vendredi, je me suis préparé comme pour une négociation commerciale. J'ai imprimé la déclaration de Tom Bradley, retrouvé les captures d'écran de Facebook d'Hawaï, je les ai disposées sur ma table basse, prête si nécessaire. La sonnette a retenti à 14 heures. Céleste avait l'air fatiguée. Pas de maquillage, un simple jean et une chemise unie. Une vulnérabilité calculée. Elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai permis, raidement. Nous nous sommes assis dans le salon, au même endroit où je lui avais tendu l'enveloppe il y a des mois. Papa, j'ai eu des semaines pour réfléchir. Sa voix était douce. À ce que j'ai fait, les mensonges, Hawaï,
comment je t'ai traité. Pause. J'ai eu tort. J'ai laissé les parents de Stuart m'influencer de trop. J'ai donné la priorité aux mauvaises choses. Je suis désolé. Ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes ou une performance? Je ne pouvais pas le dire. Je m'en fichais. Je n'ai rien dit. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que la confiance est rompue. Mais je suis toujours ta fille. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Elle a changé de tactique. Je ne demande pas cet argent pour l'investissement. C'était une erreur de toute façon. Mais la fiducie, ne pourrions-nous pas la revoir? Peut-être m'ajouter comme co-bénéficiaire avec l'association caritative. Tu aiderais toujours les vétérans tout en aidant aussi ton propre sang. J'en avais assez entendu. J'ai pris la déclaration de Tom sur la table basse, je la lui ai glissée. Avant de discuter des fiducies, discutons de la vérité. Il n'y avait pas de franchise de café, n'est-ce pas? Elle a pris le papier, a commencé à lire. Son visage est devenu pâle. Mike Patterson n'a jamais investi. L'opportunité n'a jamais existé. Glenn voulait de l'argent pour la rénovation de sa maison et un bateau. J'ai sorti les captures d'écran de Facebook. Et Hawaï n'était pas une surprise de dernière minute. Tu avais planifié ce voyage avec les Morrison depuis le début. Je lui ai montré les publications. Ses propres mots, datés d'avant son invitation. Ce n'est pas. Tom a mal compris la situation. Tom a fait une déclaration sous serment. Les preuves sont claires. Elle a essayé une autre approche. Glenn et Nora ont poussé l'idée de l'investissement. Quand j'ai découvert ce pourquoi ils voulaient vraiment l'argent, j'étais déjà engagé. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être marié dans cette famille. La pression, les attentes. Je suis prise entre vous et eux. Tu avais des choix à chaque étape, ai-je dit doucement. Tu as choisi de mentir sur Hawaï. Tu as choisi de présenter un faux plan d'affaires. Tu les as choisis, eux, plutôt que moi. Assume tes choix, Céleste. Ses yeux se sont de nouveau remplis. Alors, donne-moi une autre chance. J'arrangerai les choses avec les parents de Stuart. Je ferai mieux. Ne me coupe juste pas complètement. Il y a une disposition conditionnelle dans la fiducie. 50 000 $ pour toi après ma mort si tu acceptes sans contestation. J'ai regardé son visage calculé. Mais il y a une condition pour le réclamer. Quelle condition? Tu viendras ici avec Stuart, Glenn et Nora présents. Tu avoueras à voix haute que Hawaï a été planifié sans moi, et que l'investissement était faux. Tu admettras la vérité devant tout le monde. Avec mon avocat comme témoin. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. C'est de l'humiliation. Tu veux que je détruise mon mariage? Glenn et Nora ne me le pardonneront jamais. Stuart va. Stuart entendra la vérité sur la femme qu'il a épousée et ce que ses parents ont fait. Que cela détruise quelque chose dépend de ce sur quoi vos relations sont réellement bâties. Elle s'est levée en tremblant. Le masque de soumission avait complètement disparu. Tu me punis. Il ne s'agit pas de justice ou de leçon. Tu es juste amer et vindicatif. Je te donne un choix, ai-je dit, toujours assis. La vérité est 50 000 $, ou les mensonges et rien. Choisis. 50 000 $ pour détruire ma relation avec mes beaux-parents? Ce n'est pas un choix. C'est de l'extorsion. Alors ne le choisis pas, va-t'en. Mais la fiducie ne change pas de toute façon. Elle s'est précipitée vers la porte, s'est retournée. Tu n'es pas le père que j'ai connu. Tu es devenu froid. Et tu n'es pas la fille que j'ai élevée, ai-je dit doucement. Mais nous en sommes là. Elle est partie. La porte a claqué. Je suis resté assis dans la pièce vide, entouré de preuves imprimées de trahison. J'ai rassemblé lentement les papiers, je les ai remis dans mes dossiers. Je lui avais donné un choix difficile, mais juste. La vérité pour 50 000 $. Elle avait appelé ça de l'extorsion. Peut-être que c'en était. Ou peut-être que c'était le prix de l'honnêteté dans une famille bâtie sur des mensonges. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de SMS de colère, pas de messages vocaux. Elle avait besoin de temps pour digérer. Peut-être qu'elle choisirait la vérité. Probablement pas. De toute façon, la fiducie restait. L'association des vétérans avait reçu sa première distribution trimestrielle la semaine dernière.
$8 000 pour aider des vétérans sans abri à trouver un logement. Shen m'avait transmis leur lettre de remerciement. Je l'avais lue 3 fois. Cet argent faisait un bien réel, aider des gens qui avaient servi quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti un dossier intitulé Plan futur. À l'intérieur, des informations sur les hôtels, les activités, les restaurants de Maui. Le voyage d'anniversaire que je n'avais jamais fait. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai retrouvé le site web de l'hôtel que j'avais mis en favori il y a des mois. Peut-être était-il temps. Le SMS est arrivé alors que je n'y croyais plus. 4 semaines de silence. Puis, un dimanche soir à 23h, je suis prête à accepter tes conditions. Je le ferai. Dis-moi juste quand. Je l'ai lu 3 fois. Je ne pensais pas qu'elle accepterait vraiment. J'avais fait une croix sur les $50 000, je pensais que l'orgueil l'emporterait. Je l'ai transféré à Richard Shen. Elle a accepté. J'ai besoin de ta présence comme témoin. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Je préparerai les documents. Quand? Ce samedi, chez moi, 14h. J'ai envoyé un SMS à Céleste, samedi après-midi. Stuart, Glenn et Nora doivent être présents. Mon avocat sera témoin et préparera les documents. Sa réponse, ils ne sont pas encore au courant. Comment je les fais venir? Dis-leur que je reconsidère la fiducie, que nous discutons de modifications. Fais-les venir par tous les moyens nécessaires. Le samedi est arrivé, chaud et lumineux. J'avais passé la semaine à me préparer, j'avais nettoyé la maison, organisé les documents, informé Shen de ce à quoi s'attendre. Il est arrivé le premier, professionnel dans son costume sombre, un portefeuille en cuir sous le bras. Puis Céleste et Stuart. Elle avait l'air pâle, les mains tremblant légèrement. Stuart semblait confus quant au but de la réunion. Enfin, Glenn et Nora. Glenn est entré avec assurance, parlant déjà. Gus, je suis content que tu aies reconsidéré cette affaire de charité. Nous pouvons trouver un arrangement juste pour tout le monde. 7 personnes dans mon salon. Trop pour cet espace. L'air semblait lourd. Nous ne sommes pas ici pour discuter de la fiducie, ai-je dit. Elle ne change pas. Nous sommes ici parce que Céleste a quelque chose à vous dire à tous. La confusion a parcouru la pièce. Stuart a regardé sa femme. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un signe de tête à Céleste. Quand tu seras prête. Elle tremblait. Elle a pris une profonde inspiration. La voix de Nora a coupé, sèche. Céleste, de quoi s'agit-il? Il y a des choses que je dois admettre. La voix de Céleste tremblait. Des choses sur lesquelles j'ai menti. Elle m'a regardé, puis a continué. En mars dernier, j'ai invité papa à Hawaï pour son anniversaire. Puis j'ai annulé, prétextant que nous avions des problèmes financiers. C'était un mensonge. Nous sommes allés à Hawaï à ces mêmes dates avec Glenn et Nora. C'était prévu comme ça depuis le début. Papa n'était jamais censé être inclus. Silence. Puis Glenn, ce n'est pas. Laisse-la finir, ai-je dit. Céleste a continué. Et l'investissement dans la franchise de café n'était pas réel. Il n'y avait pas de franchise, pas d'autres investisseurs. Glenn, tu voulais de l'argent pour la rénovation de ta maison et un bateau. Tu nous as demandé de le trouver auprès de papa. Nous avons menti en disant que c'était une opportunité d'affaires. Glenn s'est levé d'un bond. C'est ridicule. Cet investissement était tout à fait légitime. J'ai pris la déclaration de Tom Bradley sur la table d'appoint, je l'ai posée pour que tout le monde puisse la voir. J'ai une déclaration de témoin signée. Vos soi-disant co-investisseurs ne savaient rien d'une quelconque franchise. Le même témoin vous a entendu discuter de rénovation de maisons et d'achat de bateaux juste après que ma fille m'ait demandé de l'argent. Le chaos a éclaté. Nora s'est tournée vers Céleste. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons traité comme notre propre fille et tu nous le rends avec des mensonges et de la trahison. Stuart, calme et blessé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Je pensais que ton père était juste difficile. Céleste, sur la défensive. J'essayais de contenter tout le monde. Tes parents voulaient l'argent. Papa l'avait. Je pensais que je pouvais arranger ça. Tu as orchestré cette humiliation, m'a dit Glenn. Tu as retourné notre belle-fille contre nous.
J'ai donné un choix à Céleste, ai-je dit. Dire la vérité ou partir. Elle a choisi la vérité. Ce que cela révèle sur votre famille est votre problème, pas le mien. Richard Chen regardait, prenant des notes, ne disant rien. Après plusieurs minutes d'accusations volant dans tous les sens, je me suis levé. Cette réunion est terminée. La confession a été attestée et enregistrée. J'ai fait un signe de tête à Chen. Les documents. Chen a sorti des papiers de son portefeuille. Ceci établit un fonds en fiducie de 50 000 $ à votre nom, Madame Griffin, accessible uniquement après le décès de votre père. Les conditions sont, aucune demande financière à votre père de son vivant, aucune contestation de la fiducie principale, et l'acceptation de la confession faite ici aujourd'hui. Comprenez-vous? La voix de Céleste est sortie, creuse. Je comprends. Elle a signé. Chen a notarié. Les Morrison sont partis les premiers, Glenn furieux, Nora en larmes de rage. Ni l'un ni l'autre n'a parlé à Céleste ou à Stuart. Stuart est resté. Je n'étais pas au courant pour Hawaï. Elle m'a dit que tu ne pouvais pas venir. Puis à Céleste, nous devons parler. Ils sont partis ensemble. Le langage corporel de Stuart était distant. Prudent. Chen a rangé ses papiers. C'était plus laid que prévu. Il fallait que ce soit laid, ai-je dit. Les jolis mensonges nous ont amenés ici. La vilaine vérité nous en sort. Après son départ, je suis resté seul dans le salon silencieux. J'ai pris une lettre sur mon bureau de l'Alliance des vétérans de l'Arizona, me remerciant pour la distribution trimestrielle qui a aidé à loger 3 vétérans sans abri. De vraies personnes, une vraie aide, un vrai but. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le site web de l'hôtel de Maui était toujours en favori. J'ai finalisé la réservation que j'avais commencée il y a des semaines. Une personne, chambre avec vue sur l'océan, mi-septembre. J'ai ajouté l'excursion de plongée au cratère de Molokini, une réservation pour le dîner au restaurant avec vue sur le coucher de soleil. Tout ce que j'avais prévu pour mon voyage d'anniversaire, maintenant reprogrammé pour moi-même. Seul. L'email de confirmation est arrivé. Hawaiian Airlines, siège 12A, côté fenêtre. Un passager, Gus Griffin. J'ai regardé l'écran et je me suis permis un petit sourire. 63 ans et j'apprenais enfin que la liberté ne se donne pas, elle se prend. Une décision à la fois. La maison semblait paisible, pas vide. Paisible. Le mois prochain, l'association des vétérans recevrait une autre distribution. Chen avait appelé ça un impact significatif. J'appelais ça de l'argent qui faisait vraiment du bien au lieu de financer des mensonges. J'ai imprimé l'itinéraire pour Hawaï, je l'ai mis dans un dossier sur mon bureau. Septembre à Maui. Lever du soleil depuis Haleakala. Plongée, poisson frais en regardant le coucher du soleil. Seul, mais pas solitaire. Libre du poids des attentes des autres. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de SMS de Céleste. Pas d'appel de Stuart. Pas de menace de Glenn. Le silence lui-même était une victoire. Je suis allé à la fenêtre. Le soleil de l'Arizona se couchait, peignant le désert d'or et de rouge. Beau et rude à la fois. Comme la vérité. J'avais gagné. Non pas en les détruisant, mais en refusant d'être détruit. Non pas en me vengeant, mais en reprenant le contrôle. Ils pouvaient garder leur colère et leurs reproches. Je garderai mon intégrité et mon billet pour Maui. Un juste échange. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.